Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors nous arrivons au SITREP numéro 166, nous sommes le 23 novembre 2019. Le bilan des bombardements continue de baisser, Ouais. probablement à cause de l'entourloupe que Zelensky essaiera certainement de faire le 9 décembre prochain, pour essayer de faire croire que c'est la faute aux Russes, que c'est la faute aux Russes, que c'est encore la faute aux Russes et que pour cette Voilà. raison-là, eh bien, les accords de Minsk vont passer à la trappe. Enfin, c'est son intention. Il y a quand même des bonnes choses, mais ouais, il y a quand même des bonnes choses qui sont faites, mais Ouais. c'est toujours, à mon avis, malheureusement, pour l'entourloupe. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que là, ils sont un petit peu calmés parce qu'ils ont vraiment besoin de cette réunion au format Normandie et que ils peuvent pas trop se permettre de donner à la Russie des motifs d'annuler la réunion. Hein. Je rappelle que Poutine a quand même été le dernier à donner confirmation qu'il y serait quand même. Hein. Je veux dire, l'Ukraine, Berlin et Paris ont donné la confirmation de la réunion bien avant Vladimir Poutine, ce qui montre que Poutine n'était pas très pressé. Vous allez voir après pourquoi. Donc je pense que là l'Ukraine se dit bon là il faut qu'on se tienne un peu à carreau jusqu'au 9 décembre parce que sinon ils sont foutus de nous annuler le meeting. Il y a déjà eu des commentaires un peu en Russie quand même sur certaines des choses dont je vais parler, dont les violations du cessez-le-feu dans la zone de désengagement de Petrovskoye, qui ont fait dire à certains politiciens russes que bon là l'Ukraine se fout de la gueule du monde et que s'il continue comme ça, on va annuler la réunion et puis comme ça, hein, voilà. Donc je pense que c'est pour ça que là ils commencent un petit peu à se tenir à carreau parce que je pense qu'ils sentent que bon là il faudra pas grand chose pour que Moscou saisissent la balle au bon et disent bon vous êtes gentils mais bon. Il y a des limites voilà. Au foutage de gueule. Au foutage de gueule, c'est ça quoi. Parce que bon, du 16 au 22 novembre 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 71 reprises, donc on est quand même à bien moins que la semaine passée, durant lesquelles elle a quand même tiré 17 obus d'artillerie de 152 mm sur la périphérie sur Spartak, les positions qui sont à côté de Spartak, donc qui est ce petit village en périphérie nord-ouest de Donetsk à côté de l'aéroport. Ouais. On a eu l'occasion à plusieurs reprises dans les SITREP précédents de montrer des photos des dégâts occasionnés par des obus de 152. Même des obus de 122, c'est déjà assez ça fait déjà des très gros trous. Ouais. Bon, heureusement, entre guillemets, ça a touché que les positions de la milice populaire. Ils n'ont pas tiré sur la zone où il y a encore des civils qui vivent. Parce que même s'il y en a beaucoup moins, il y a encore des habitants à Spartak. Ils ont aussi tiré quand même 74 obus de mortier de 120 et 82 mm cette semaine. Donc là, on est aussi en bonne baisse par rapport à la semaine passée. Et si on regarde toutes les munitions d'un calibre inférieur, mais toujours supérieur à 12,7 mm, on arrive à un total de 402 munitions, donc on est à moins de la moitié de la semaine passée. Il faut y rajouter les 9 violations et 40 munitions tirées par les forces armées ukrainiennes durant les dernières 24 heures, dont un obus de mortier de 120 mm. Donc on voit qu'il y a quand même une grosse baisse au niveau du gros calibre. Il y a même eu un jour où on a eu quelques violations, je crois 5 ou 6, et où on n'avait aucune munition d'un calibre supérieur à 12,7. Donc tu as un nombre de violations, mais tu as un nombre de munitions comptées qui est de 0, parce que en fait, ils ont tiré à la mitrailleuse, et des choses comme ça. Oh, ça suffit pour assassiner un certain nombre de civils. Hein, ça suffit, tout à fait. Bon, au niveau bilan humain, c'est quand même mieux cette semaine, hein, puisque les tirs de l'armée ukrainienne ont tué un soldat de l'RPD, en ont blessé un autre. Il n'y a pas eu de civils touchés. On a eu 6 habitations et pièces d'infrastructures civiles qui ont été endommagées. On montrera une petite carte, plus 2 durant les dernières 24 heures. Donc on est quand même en grosse baisse par rapport aux semaines précédentes où on avait un bilan humain qui était quand même catastrophique. Baisse des bombardements ou pas baisse des bombardements. Voilà. Cette semaine, l'armée ukrainienne a continué de brouiller les signaux des drones de l'OSCE de manière assez massive, hein, quand même, pour continuer de les empêcher de voir les armes lourdes situées près de la ligne de front. Et ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'installer ces stations de brouillage près des habitations. Résultat, les habitants ont envoyé une lettre ouverte à Zelensky en disant craindre pour leur santé. Oui, et en demandant que ces systèmes de brouillage ne soient plus installés près des habitations. Et puis, s'ils s'inquiètent autant, c'est pas une histoire de placebo ou je sais pas quoi, c'est que depuis le déploiement de plusieurs unités de systèmes de brouillage, entre autres les Bukovel et les Mandat P330, il y a quand même plusieurs personnes qui ont fini à l'hosto quand même.
parmi les habitants en état de faiblesse générale, qui ont vu leur santé se détériorer brutalement ou souffrir de migraines extrêmement violentes. Bon. Ça excuse-moi de la parenthèse, là, c'est l'illustration des effets des ondes électromagnétiques, hein, pour ceux qui penseraient que les gens qui disent qu'ils sont gênés par les courants porteurs, comme par exemple... ou même les ondes des GSM, il y a des gens qui sont électrosensibles, voilà. Moi, je connais des gens qui ne peuvent pas dormir à côté d'un téléphone portable. Ils sont obligés soit de le mettre en mode avion, soit de l'éloigner parce que c'est pas possible sinon. Mais là, c'est des stations de brouillage. Vous vous rendez compte quand même du degré d'émission, de la puissance, on va dire, d'émission de signal pour brouiller les signaux des drones de l'OSCE. Donc, je veux dire, là, vous n'êtes pas à côté vous êtes bien pire qu'à côté d'une antenne relais. Hein, je veux dire, il faut quand même bien se rendre compte de la puissance du truc. Hein, donc, c'est quand même effrayant. Et ils ne trouvent rien de ma foutre que d'asser ça à côté des habitations. C'est quand même on voit qu'ils ont toujours peur qu'on détruise leurs petits joujoux. C'est ça, ils utilisent la population comme bouclier humain, comme d'habitude. Comme d'habitude. L'armée ukrainienne, elle, de son côté, continue d'utiliser des drones, entre autres pour suivre les mouvements des patrouilles de l'OSCE, pour planifier des provocations, entre autres dans la zone de désengagement de Petrovskoye. Et donc, résultat, la RPD a abattu un de ses drones pour empêcher l'armée ukrainienne de jouer à ce petit cirque, parce que là, ça va bien, je veux dire. Oui. Même si je ne porte pas l'OSCE dans mon cœur, je veux dire, je ne vais pas non plus souhaiter leur mort. Donc, je veux dire, il y a déjà eu assez avec celui qui est mort en République populaire de Lugansk, c'était il y a 2 ans en arrière. Oui. Donc, ça suffit, quoi. Ils étaient plusieurs même, non? Il y a eu des blessés en tout cas. Il y a eu des blessés. Il y a eu un mort et il y a eu 3 blessés, si je te dis pas de bêtises, parce qu'il y avait 2 véhicules, donc il y en a un qui est celui qui a touché directement la mine, là il y a eu un mort et un blessé, et le deuxième véhicule, les deux ont été blessés. Donc c'était un Américain d'ailleurs qui est mort, donc ça suffit quoi. Les observateurs de l'OSCE, c'est pas des cibles pour le tir au pigeon quoi. Bref. Et bien, puisqu'on parle de l'OSCE, on va reparler donc du désengagement à Petrovskoye qui se poursuit non sans mal. Parce que, comme je le disais, le déminage a été interrompu par des tirs d'armée ukrainienne. Mais bon, malgré ça s'est poursuivi. Là, le démantèlement des fortifications a enfin commencé. Donc, pour rappel, le déminage de la zone pilote de retrait de Petrovskoye devait se terminer le 19 novembre. On avait réussi le retrait des soldats, des armes, des équipements militaires. Et donc, là, l'Ukraine et l'RPD avaient 7 jours... jusqu'au 19, pour déminer totalement la zone. Et puis le dernier jour, le 19 au matin, on est tout content, on a presque fini. Donc le représentant de l'RPD au sein du CCCC, Ruslan Yakoubov, a annoncé que la République avait éliminé en tout cas déjà toutes les barrières de mine de la zone de Petrovskoye avant de passer à la phase suivante du retrait. Donc il dit qu'aujourd'hui, il a rappelé que c'était la date limite, le 19. Il a expliqué aussi que, entre autres, là maintenant... le ministère des situations d'urgence de la RPD était en train de terminer la phase de déminage et qu'après ils allaient procéder à une reconnaissance du génie pour nettoyer et neutraliser les munitions non explosées, parce qu'il n'y a pas que les mines qui sont dangereuses. Il avait souligné qu'en une semaine, les ingénieurs de la RPD avaient déminé quand même quelques 3000 mètres carrés de terrain. Ouais, ça fait pas mal, ouais. Ouais, il était quand même bourré de mines anti-chars et de mines antipersonnelles. Et le jour même, à 12h35, les soldats ukrainiens ont tiré avec des armes légères vers la localité de Petrovskoye. Et depuis, les fameuses positions de l'armée ukrainienne qui se situaient dans la zone de retrait et qui donc étaient censées avoir été abandonnées. Ce qui montre bien que... faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Et d'ailleurs, il y a une série de photos qui vont suivre bientôt. En particulier la deuxième série concernant le côté ukrainien, le démantèlement, le démantèlement, parce que ça qui vient après, donc ça a entraîné un petit peu de retard, donc on a fini le déminage le 20 novembre au lieu du 19, puisque suite à ces tirs, bien entendu, les officiers du CCCC et les démineurs ont évacué la zone pour des raisons de sécurité, et puis ils ont informé l'OSCE de ce qui s'était passé. Je vous dis clairement, ça montre clairement qu'ils n'ont pas envie d'appliquer les accords de Minsk, que c'est du foutage de gueule. Bref,
quoi qu'il en soit, nous, de notre côté, on a continué, hein. Donc on a poursuivi, et puis le 22 novembre, donc la RPD a annoncé avoir commencé à démanteler ses fortifications, photo à l'appui, qu'on va vous montrer, hein. Donc on voit qu'on y va bien, hein. On y va à la pelleteuse pour boucher les tranchées quand même, hein. Oui. Alors côté ukrainien, on a aussi des photos qui ont été publiées pour montrer qu'ils sont mis au boulot, mais comment dire, quand on compare les deux séries de photos, j'ai un petit peu l'impression qu'ils font du rebouchage décoratif à Kiev. Oui, des trous, c'est-à-dire que côté DNR, hein, côté RPD, autrement dit, c'est vraiment une tranchée, on le voit bien, puisque la photo donne un champ profond, et on voit bien que c'est une tranchée. Alors que côté ukrainien, on a l'impression que c'était des trous. Alors c'est facile, hein, boucher un trou qu'on a creusé 24 heures avant, c'est toujours possible. Hein. Voilà, et ben ça, c'est, je veux dire... j'ai vraiment l'impression d'une grosse différence. On montrera des photos côté RPD et côté Ukraine. Vous allez voir, on n'est pas dans la même intensité de travail, on va dire ça comme ça. Hein, proportion, je veux dire, dans un cas, tu vois que les mecs font vraiment le boulot. Dans l'autre, t'as vraiment l'impression que les mecs, c'est bon, allez, on fait semblant de reboucher et puis pour faire des jolies photos, puis on les envoie à l'OSCE, quoi, tu vois. Ouais. C'est un peu... Bref, bon, en tout cas, je rappelle que donc les deux parties ont jusqu'au 4 décembre hein, pour démanteler leurs fortifications, installations militaires et obstacles passifs dans cette zone de retrait. Hein, donc, je pense qu'ils font semblant de reboucher et puis après la réunion Format-Normandie, je suis sûr qu'on va les voir revenir dedans, hein, malheureusement. C'est ma grosse crainte. Hein. Je peux me tromper, mais c'est ma grosse crainte. Et dans des tranchées qui n'auront pas été rebouchées côté ukrainien. Ou rebouchées à moitié. Oui. Enfin, on ne veut pas être mauvaise langue, mais enfin quand même avec ce qui s'est passé jusqu'à présent, on a des raisons d'être très sceptiques quant à la bonne volonté ukrainienne. Hein. Ouais. Surtout que chaque jour qui passe confirme un petit peu plus qu'à Kiev, ils ont bien envie de sortir des accords de Minsk sous prétexte de l'échec de leur mise en œuvre rapide. Entre la fuite de leur plan de déportation de la population du Donbass, diverses déclarations d'officiels ukrainiens, et les petites exigences que Zelensky compte présenter à la réunion au format Normandie, donc qui doit avoir lieu le 9 décembre à Paris. Pour moi, il est quand même relativement clair que l'Ukraine met tout en œuvre pour saboter définitivement les accords de Minsk, certainement pour appliquer le petit plan scénario chypriote. Hein, donc, pour les gens qui ne comprennent pas, c'est pas moi qui souhaite le scénario chypriote, hein, c'est Kolomoïski, Zelensky. Hein. Je réexplique, hein, parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu de mal à la comprenette. Oui. Ces mêmes gens d'ailleurs qui ne voient pas de nazis, qui ne sait pas ce qui voient pas les nazis en Ukraine, qui me sortent des délires, bref. Donc, juste pour rappeler, hein, voilà. Après, je sais pas si le scénario chypriote va arriver à se mettre en place. Ça, c'est une autre histoire, parce que bon, Kolomoïski n'est pas le seul à décider. Hein, il y a quand même les Américains dans le jeu de quilles. Ah bah oui. Ils prennent de la place. C'est un beau bordel. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, moi, de ce que je vois, ça continue toujours sur la bonne voie, hein, puisque bon, entre autres, la fuite du fameux plan de déportation de la population du Donbass, qui n'est pas pro-ukrainienne, continue à faire pas mal de remous quand même, hein, tant RPD qu'en RPL. Les deux républiques ont exprimé leurs inquiétudes face à ce plan de déportation, donc le petit plan dont j'ai parlé dans un article d'analyse la semaine d'avant, que j'avais traduit en entier, qui disait en gros que une fois qu'ils allaient récupérer le contrôle de la frontière avec la Russie, qu'en gros ils donneraient 1 mois aux gens pour se barrer en Russie. Et ceux qui resteraient après ça, en gros, ils allaient tous être évalués pour voir à quel point ils sont pro-ukrainiens ou pas. Et s'ils ne le sont pas, ou s'ils ont collaboré avec l'administration d'occupation, comme ils disent, leur infliger divers trucs, donc soit la tôle, soit la déportation à Lvov, Kiev, etc. Enfin, tu vois. Et par contre, de prendre des gens qui étaient pro-ukrainiens, qui avaient fui le Donbass en 2014, et les réinstaller massivement. Voilà. Donc ça s'appelle une épuration ethnique. On rappelle qu'il y a quelque temps de ça, ça fait plus d'1 an, tu avais parlé des camps d'internement qui avaient été soit installés, soit modifiés, qui ressemblaient étrangement à un certain Dachau, par exemple. Oui, non, mais de toute façon, encore récemment, hein, j'avais parlé, il y avait, je sais plus qui, à la télé, qui avait sorti l'idée de mettre en place des camps de filtration.
pour les habitants du Donbass. Bon, je veux dire, de camp de filtration à camp d'extermination, faut pas loin. Hein. Ah oui. Voilà. Vous voyez les petits plans à la con hein, qui fuitent. Donc, bon, c'est clair que face à ces petits plans de déportation et d'épuration ethnique, qui sont, je rappelle, un crime contre l'humanité, oui. L'épuration ethnique est dans la même catégorie que le génocide. Ça procède de la même logique. Donc bon, forcément les deux républiques ont dit non mais ça nous conforte dans l'idée qu'on va pas retourner au sein de l'Ukraine et puis on va continuer l'intégration avec la Fédération de Russie. Hein. En gros, pour vous résumer le discours tant de Denis Pouchiline, le chef de l'RPD, que du porte-parole du Parlement de l'RPL. Voilà, bon, pour moi, clairement, ça montre que la fuite de ce plan de déportation qui était donc proposé par le Conseil national de sécurité ukrainien a obtenu le résultat qui était souhaité par Kiev, que la fuite ait été volontaire ou pas. Hein. Je spéculerai pas là-dessus, mais le résultat, de toute façon, est ce que voulait Kiev, c'est braquer les deux républiques pour s'assurer qu'il n'y a pas moyen de trouver un compromis. Ah bah là, c'est réussi. Hein. Voilà, là, parce que quand tu sors des trucs comme ça, et qu'après tu dis non, on veut récupérer le contrôle de la frontière avant les élections locales, écoute, en face, t'as les mecs qui disent écoute, mais bien sûr, mon colon, hein, t'es gentil, tes plans foireux, tu te les gardes. Oui. Ah bah oui. Hein, c'est logique, hein, quand tu vois ça, t'as pas envie de réintégrer l'Ukraine, hein, sauf à être masochiste. Hein, mais normalement, quand t'es sain d'esprit, t'as pas envie de revenir au sein d'un pays qui a envie de te déporter ou de t'exterminer. Ah bah non. Normalement. Ouais, maso, hein. Voilà. Bon, sauf si t'as atteint un syndrome de Stockholm généralisé, mais c'est pas notre cas. C'est pas notre cas. Bon, ce plan de déportation, déjà, ça a été un gros pavé dans la mare. Mais ça n'a pas été le seul moyen qu'a trouvé Kiev pour foutre en l'air définitivement les accords de Minsk. Parce que malgré ses grands discours comme quoi il veut les appliquer rapidement, si tu regardes ce que fait Zelensky, en réalité il fait tout pour les saborder. Bon, déjà sur le plan sécuritaire, hein, comme on l'a dit précédemment, hein, le retrait des troupes et des équipements à Petrovskoye s'est transformé en soap opéra. Ouais. Hein, les violations du cessez-le-feu depuis les positions que l'armée ukrainienne est censée avoir abandonnées, ce qui a repoussé le déminage. Ce qui fait aussi craindre d'ailleurs que les engagements ne soient que temporaires. Donc déjà c'est le remplissage des petits trous qui n'a pas l'air d'être très très intensif côté ukrainien. Et puis le fait aussi que l'armée ukrainienne a déployé des véhicules blindés à proximité de la zone de désengagement. Et ça fait un petit peu craindre qu'en gros ils soient là en attente. Tu vois, c'est en mode... et clairement, voilà. oui. Clairement. Et puis qu'ils vont revenir dès que le cirque médiatique sera terminé. Donc déjà ça, c'est pas très rassurant tout ça quand même. Hein, le volet politique des accords de Minsk n'est pas en reste. Hein, puisque bon, je rappelle que donc, la loi sur le statut spécial du Donbass, qui doit normalement être coordonnée avec les deux républiques populaires, hein, si on suit les accords de Minsk, et dont le premier article doit être renouvelé bientôt, puisque je rappelle que cette fameuse loi qu'ils avaient votée, en fait, elle est valable que temporairement, et que donc chaque année, il faut s'amuser à la renouveler. Mais ils ont fait que le premier article, et surtout, ils n'ont rien coordonné avec les républiques, donc déjà, il y a des gros problèmes. Et donc là, la Russie avait dit, écoutez, ce serait bien quand même que vous le renouveliez avant la réunion au format Normandie. Non. Le porte-parole de la Rada, Dmitri Razumov, a annoncé que la loi ne sera préparée qu'après la réunion format Normandie. Hein, ils ont annoncé une grande concertation avec la société civile ukrainienne, mais pas avec les autorités des deux républiques. C'est pourtant une obligation. Oui, parce que je rappelle que sans concertation avec la RPD et la RPL, cette loi viole les accords de Minsk, et donc elle est nulle et non avenue, et elle sert à rien. Voilà. Donc déjà ça, c'est pas bon. Tu vois, quand tu commences ça, tu rajoutes le fameux refus d'élargir avant, là aussi, la réunion format Normandie, le désengagement des troupes à d'autres emplacements sur la ligne de front après le succès dans les 3 premières zones pilotes. Je pense que ça vous montre que les jolies paroles de Zelensky sur sa volonté d'appliquer rapidement les accords de Minsk, c'est que du vent, parce que si réellement il voulait le faire, hein, avec sa fameuse date butoir de 6 mois à 1 an là, qu'il nous avait sorti, normalement il devrait quand même se manier un petit peu.
Hein, il devrait sortir les doigts d'un certain endroit avant que ça cicatrise, hein, pour appliquer chaque point, parce que les accords de Minsk à appliquer, c'est pas un truc court. Hein. Je veux dire, c'est un truc extrêmement long, parce que t'as plein de points, entre autres sur les volets politiques, qui doivent être coordonnés avec les deux républiques. Ça va pas se faire. Je veux dire, faut trouver un compromis à chaque fois. Hein. Ah ouais. Faut trouver des compromis. C'est pas un truc instantané. Donc si vraiment Zelensky voulait appliquer les accords de Minsk rapidement, il aurait dû se mettre au boulot depuis un petit moment et pas perdre un seul jour. Eh oui, mais là, c'est pas vraiment la voie qu'il a suivie. Hein, mais bon. Non, moi quand je vois que le cessez-le-feu est toujours pas respecté, que le retrait dans la zone de Petrovskoye se transforme en les feux de l'amour, version militaire, et que les points du volet politique sont reportés sans arrêt, ça montre que Zelensky est complètement hypocrite. C'est-à-dire c'est ce que je vous disais, il a juste fait le minimum syndical pour obtenir la réunion au format Normandie. C'est tout. Voilà. Et comme je l'ai indiqué précédemment dans mes précédentes analyses, pour saboter définitivement les accords de Minsk et pouvoir ensuite présenter son petit plan B miracle, Zelensky doit s'assurer que la réunion au format Normandie va finir sur un échec. Ah oui. Voilà. Donc, d'où la petite fuite du plan de déportation de la population du Donbass qui a braqué les deux républiques populaires contre l'Ukraine. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, il faut faire des demandes délirantes à la Russie. Donc, c'est des trucs, des exigences qui ne pourront jamais être satisfaites, ce qui permettra à Zelensky à la sortie de la réunion de dire « Ah ben non, ça a mené à rien, on va sortir des accords de Minsk ». Ce qui est plus ou moins ce qu'il a déjà menacé de faire. D'accord ? Donc, une fois que vous avez cette grille de lecture-là en tête, et que vous prenez la déclaration récente de Zelensky sur laquelle il compte demander à Vladimir Poutine un calendrier précis pour le retour du Donbass lors de la réunion qui va avoir lieu à Paris, vous comprenez bien que c'est du foutage de gueule. Ça donne envie de rigoler. Je veux dire, c'est toute personne qui a un peu les pieds sur terre et un peu réaliste et qui est au courant que le fantasme officiel ukrainien concernant l'occupation du Donbass par la Russie, ça n'a rien à voir avec la réalité. Tu te dis juste, le mec, il est complètement à la ramasse, quoi. Enfin, je veux dire... Il n'a pas de photo, il n'y a rien, il n'y a aucun élément pour montrer ça. Il n'y a pas la moindre preuve, non, c'est ridicule. Donc, comment la Russie pourrait donner une date de restitution du Donbass à l'Ukraine alors que déjà elle n'occupe pas la région? Je ne vois pas comment elle peut restituer quelque chose qu'elle n'a pas. Oui, c'est ça. C'est un peu compliqué. Et qu'en prime, Kiev sabote méticuleusement les accords de Minsk qui lui permettraient de parvenir à cet objectif. Bon, on comprend bien que le but d'une telle demande, c'est d'obtenir une non-réponse. Hein, c'est-à-dire qu'une petite peut lui dire, écoute, t'es gentil, mon grand, mais ce que tu me demandes, c'est du bullshit. Hein, c'est de la merde. Voilà. Comme ça, après, Zelensky pourra dire que si les accords de Minsk ne sont pas mis en œuvre, c'est de la faute aux méchants russes. Voilà. Hein, puis bon, si les garants des accords de Minsk, je parle des garants occidentaux, faisaient leur travail correctement, de telles demandes débiles et stériles devraient être dénoncées par Paris et Berlin. Parce que c'est quand même des tentatives de sabotage tellement évidentes que... Ouais. Mais je veux dire, ils sont à fond depuis le début, hein. Berlin et Paris, là, c'est même pire. C'est un scandale, C'est même pire parce qu'ils se sont même complètement pétrés dans le narratif ukrainien de l'agression russe. Hein, quand tu lis les déclarations du ministère des Affaires étrangères français, c'est le même narratif que Kiev, hein, c'est le même délire. Donc c'est un petit peu compliqué après pour en sortir. Ben oui. Pour jouer leur rôle et faire appliquer ces accords et empêcher des demandes débiles comme ça d'avoir lieu. Je veux dire, l'autre partie de sa petite déclaration à Zé, alors Zé c'est le petit surnom de Zelensky. Ils ont pris son nom et ils l'ont shorté. Donc beaucoup d'analystes russophones appellent Zelensky Zé, tout simplement. Voilà. Comme ça, si vous voyez passer ce truc, vous savez de qui on parle. Z. Voilà. Z-E. Voilà, Z. Zé nous a aussi sorti une deuxième partie de déclaration encore plus folklore, puisque, en parlant de ces fameuses élections locales, hein, qui veut organiser seulement une fois qu'il aura récupéré le contrôle de la frontière, il dit aussi qu'elle ne pourra avoir lieu dans le Donbass qu'une fois que les groupes armés illégaux seront partis. Bien sûr. Bon, alors déjà qu'auparavant, la réponse était non, non et non, parce qu'on sait très bien que les petits plans de solution croates, c'est pas ce qui déplairait aux officiels ukrainiens. Après la petite fuite du plan de déportation de la population du Donbass, vous croyez réellement que les républiques populaires vont renoncer à leur milice
qui les défend contre l'application de tels plans. Surtout contre des milices néo-nazis qui sont, elles, également illégales, hein, parce que je suis désolé. Totalement. Je veux dire, quand vous voyez une demande comme ça qui ne peut aboutir qu'à un non, vous comprenez que là, on est dans le foutage de gueule. Vous comprenez que là, on est dans l'hypocrisie la plus totale, hein, que le but, c'est de saboter les accords de Minsk. Voilà, hein, c'est la petite technique de Zelensky, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'illusionniste. Voilà, écran de fumée pour faire croire qu'il est président de la paix à coup de grandes déclarations comme quoi il veut rétablir la paix dans le Donbass, gna gna gna, ce qui marche d'ailleurs, hein, parce que il y a plusieurs analystes occidentaux de haut niveau qui s'y laissent prendre, je ne donnerai pas de nom. Hein, il faut redescendre sur terre. Parce que quand tu vois le mec te poser des conditions inacceptables pour la partie adverse pour s'assurer du refus, c'est que tu cherches pas le compromis. Ah bah c'est clair, oui. On est bien d'accord. Une fois qu'il va se prendre le non dans la gueule, Zelensky pourra crier partout que c'est pas de sa faute si les accords de Minsk ne sont pas appliqués, qu'il a tout tenté mais que c'est impossible, et que pour mettre fin rapidement au conflit, il faut en venir au fameux scénario chypriote dont j'ai déjà parlé. Je renvoie nos auditeurs aux analyses précédentes sur Donbass Insider. Et c'est pour ça que Zelensky a besoin de cette réunion format Normandie. Hein, c'est pour acter officiellement l'échec des négociations et du processus de Minsk. Hein, d'ailleurs, si les experts occidentaux se font avoir par les belles paroles de Zelensky, il y a de plus en plus quand même d'experts russophones qui, eux, voient clair dans son jeu. À force de cumuler des éléments qui sont quand même probants, hein, qui expliquent bien qu'il est en train de préparer une mascarade. Ça. Bon. Donc là, il y en a de plus en plus qui sortent l'idée que Kiev veut sortir des accords de Minsk. On a eu entre autres Alexei Popov, qu'il a envisagé comme un des 3 scénarios possibles à l'issue de la réunion format Normandie. Il est très optimiste, Popov. Parce qu'il dit, premier scénario envisageable, la percée. Hein, les 2 parties sortent avec une feuille de route. Je crois que celui-là, tu peux l'écarter. Je pense que les chances sont de moins de 5%. Il dit, dans le second scénario, en gros, reconnaissance de succès dans les négociations, mais en gros, on sort avec du blabla, des grandes déclarations, des tâches pour le groupe de contact à Minsk. Tout le monde pourra dire que la réunion a été fructueuse, mais en gros, on n'avancera sur rien. Troisième option, et je pense que c'est la plus probable, Zelensky dira que l'Ukraine a épuisé toutes les possibilités, que la réunion se terminera par un échec ouvert et des déclarations disant qu'il est impossible de suivre ses voies plus avant, avec des idées pour geler le conflit et introduire ces fameux casques bleus, hein, qu'on nous ressort comme une ancienne ou comme un vieux serpent de mer depuis des années. Bon, si Popov est plutôt optimiste, il y en a d'autres comme Gleb Prostakov qui disent ouvertement que Kiev se prépare à sortir des accords de Minsk. Le tout en essayant de ne pas perdre la face dans le processus. Ce qui n'est pas simple. Et donc, lui, il dit que pour ça, Zelensky va présenter lors de la réunion format Normandie des lignes rouges que Kiev refuse de franchir, comme le statut spécial pour le Donbass et l'amnistie pour les participants au conflit. Or, je rappelle, sans ces 2 points, tu ne peux pas appliquer les accords de Minsk. Ah ouais, voilà. Donc, ces lignes rouges sont en réalité un moyen bien pratique de saboter ces accords en obtenant un non dont tu es sûr, parce que de toute façon, ça viole les accords que tu as signés. Foutage de gueule. Pour Prostakov, et c'est ce que je pense aussi, Zelensky veut juste organiser une réunion spectacle avec Poutine en guest star. Ce qui explique, comme je vous le disais précédemment, pourquoi Poutine n'était pas très pressé de perdre son temps dans cette réunion fantoche et que c'est pour ça qu'il a été le dernier à dire ouais, ok, d'accord, j'irai. Hein, je pense qu'il a bien compris que Zelensky veut utiliser la réunion pour sortir des accords de Minsk et appliquer son propre plan de paix, entre guillemets, hein, parce qu'il y en a qui disent oui, mais en fait, finalement, ça serait bien. Oui, mais non, parce que vous allez faire cesser les tirs. Oui, d'accord, ça, c'est un point positif. Mais les RPD et la RPL vont rester dans un flou juridique international total. Ah bah parce qu'elles ne réintégreront pas l'Ukraine, elles ne seront pas reconnues, le problème de fond ne sera pas réglé. Donc on va se préparer une Transnistribis, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la solution, quoi. Je veux dire, à un moment. Et comme je le disais dans mon analyse sur le scénario chypriote il y a quelques semaines en arrière, ça permettrait potentiellement à l'Ukraine d'intégrer des unions comme l'OTAN, comme Chypre a réussi à intégrer l'Union européenne en reconnaissant temporairement qu'en gros une partie de son territoire est sous le contrôle de la Turquie. Voilà. Donc c'est des trucs pas très nets. Bon, à l'issue de ce processus de paix simplifié, Zelensky pourra présenter la fin des tirs, des morts et des blessés comme la preuve qu'il a tenu sa promesse préélectorale de paix.
Et puis, bien sûr, l'échec de la récupération des territoires de l'RPD et de l'RPL sera bien sûr imputé à la Russie. Hein. L'important est que Zelensky puisse faire croire qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour faire la paix et appliquer les accords de Minsk. Il faut que l'écran de fumée soit crédible. Et puis, le reste, ils s'en foutent. Après, le but, c'est de faire du pognon, hein, comme je l'ai dit. La préparation de l'opinion publique ukrainienne continue de battre son plein. Hein. On continue les déclarations de politologues, les sondages. Ils ont fait des sondages ici. Je ne sais pas comment, montrant que la majorité des habitants des deux républiques veulent intégrer la Russie d'une façon ou d'une autre et qu'à peine 5%, un peu plus de 5%, veulent revenir en Ukraine. Donc, le but, c'est bien de leur foutre dans la tête que ça serait dangereux pour le pays de récupérer des gens infectés par le virus pro-russe. C'est un bon résumé, je pense, des différentes déclarations qui sont faites sur les médias ukrainiens. Bon, de toute façon, moi, les gens qui vivent à Bisounours-Land et qui me disent « Oui, mais il faut chercher la paix, non mais, arrêtez ». Je dirais, après plus de 50 conflits, les 13 000 morts officiels, je vous le dis, c'est surtout en ignorant l'action des néo-nazis utilisée par les Zelensky maintenant et le truc, c'est que déjà, on manque de données. Nous, on n'a que les données pour les pertes côté RPD et RPL que nous on connaît. Qui sont à la fois les pertes parmi nos civils et parmi nos soldats. Mais déjà, il y a plein de morts de l'autre côté qui n'ont jamais été comptés. Tous les gens qui ont été kidnappés par les SBU ou les bataillons néo-nazis qui ont été torturés jusqu'à ce que mort s'en suive ou exécutés sans procès, ces gens-là, ils ont été comptés dans aucun bilan, déjà de une. Ouais. De deux, les pertes de l'armée ukrainienne ont systématiquement été sous-estimées. Hein. Les chiffres pour leurs pertes pour des balles Sevo, c'est juste à se pisser de rire dessus. C'est clair. Je rappelle qu'ils étaient au moins 9 à 10 000 soldats à être pris dans la nasse et on t'annonce des chiffres en quelques centaines de morts. Enfin, c'est du foutage de gueule. Enfin, je veux dire... non, là, faut arrêter les conneries, je veux dire, c'est du grand n'importe quoi. Donc le chiffre de 13 000 morts, c'est un chiffre à minima. C'est le minimum syndical du nombre de morts qu'on a réussi à compter. Et dans la réalité, je veux dire, il y a beaucoup d'experts, y compris des experts allemands, qui avaient calculé que le chiffre de morts était certainement plus proche des 50 000 que des 13 000. Voilà, bon. Après 50 000 morts, plus tous les blessés, les destructions... les souffrances diverses, etc. Vous pensez réellement que les deux républiques peuvent revenir vivre sous le drapeau du pays qui leur a infligé ça? Et vous planez ou quoi? Non, mais à un moment, faut arrêter là. Il y a des gens qui vivent pas dans la réalité. Dans la réalité, après des conflits comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il aurait été possible d'appliquer les accords de Minsk, en gros, dès le début, quand ils ont été signés. Là, il y avait une petite chance. Il y avait une petite chance, c'est encore le début de la guerre. Après plus de 50 conflits, non mais, attends. Vous pouvez oublier. Vous avez fait une Transnistrie bis, maintenant, il faut régler ça, quoi. Voilà. Donc, Zelensky était le dernier espoir d'arriver à appliquer les accords de Minsk, mais bon, il a choisi une autre voie qui a l'air d'être beaucoup plus lucrative. Chaque jour qui passe creuse un peu plus le fossé entre les deux républiques populaires et l'Ukraine. Et chaque jour qui passe, les deux républiques se rapprochent un peu plus de leur objectif qui est intégrer la Fédération de Russie. Voilà, c'est ça la réalité. Que ça vous plaise ou pas, que vous soyez pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine jusqu'au boutiste, en mode bisounours débile, à un moment, redescendez sur Terre. C'est les faits, point barre. Voilà, c'est les faits. Regardez les sondages qui ont été faits par DNR Live et qui vous montrent clairement que plus des 3/4 de la population de l'RPD veut soit intégrer la Fédération de Russie, soit rester indépendant. La proportion qui veut retourner au sein de l'Ukraine, c'est ridicule. Je veux dire, c'est pour la plupart des personnes âgées qui ont en fait grandi et vécu toute leur vie en URSS, pour qui un changement de pays, etc., c'est compliqué pour eux. Compliqué pour eux. Et qui sont directement impactés, entre autres, par la perte de leur retraite, entre autres. Mais la jeune génération, là, les moins de 25 ans, les 18-25 ans, là, ils sont à peine 3,3% à vouloir retourner au sein de l'Ukraine. 3,3%. C'est peanut. C'est vraiment, c'est de la minorité absolue. Donc, je veux dire, à un moment, faut bien se rendre compte que c'est pas possible. C'est pas possible.
ça tient pas la route, ces histoires. C'est pas possible, je veux dire. Les accords de Minsk qui sont mornés, voilà, vous pouvez les enterrer définitivement, mais il faut faire une solution propre. Pas ce scénario chypriote à la mormoelle kiki, quoi. L'idéal, ça serait que la Russie négocie, c'est-à-dire que quand Zelensky fout son truc sur la table, etc., Poutine dise d'accord, tu veux sortir des accords de Minsk, mais dans ce cas-là, tu reconnais la perte sur la totalité du territoire des 2 oblasts. Voilà. Au moins, on soit gagnant dans quelque chose. Qu'au moins les gens qui ont voté en 2014 pour sortir de l'Ukraine, et qui sont actuellement sous occupation de l'armée ukrainienne, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont, puissent enfin vivre selon ce qu'ils ont voté en 2014. Ça serait l'idéal. Je ne sais pas si la Russie va le faire. Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la question à 5 milliards de roubles et un Mars cosmique, comme j'appelle ça. Voilà. Donc, bon. Au niveau, on va dire, justice, entre autres justice internationale, c'est un truc dont j'ai jamais beaucoup trop parlé. Mais là, il y a eu une occasion, donc j'ai fait un article là-dessus un petit peu pour refaire un point. Puisque les habitants d'un immeuble du district de Kuibyshevski à Donetsk ont déposé une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme contre l'Ukraine pour demander des compensations pour les dommages infligés à leur habitation par des bombardements de l'armée ukrainienne en 2014. C'est un truc dont j'ai jamais beaucoup parlé et pourtant ça le mérite. C'est un petit peu dommage, j'aurais dû le faire avant, puisque depuis le début du conflit, on a quand même plus de 5500 dossiers qui ont été transmis à la CEDH concernant les crimes de Kiev contre les habitants du Donbass. Je signale d'ailleurs au passage qu'il n'y en a aucun qui a abouti un jugement quelconque. Cette plainte est la dernière en date à venir grossir la liste des milliers de dossiers qui concernent les crimes de guerre de Kiev contre les habitants du Donbass, qui ont été envoyés à la CEDH depuis plus de 5 ans. La RPD est de loin celle qui a déposé le plus de plaintes contre Kiev, avec plus de 3600 dossiers devant la CEDH, plus de 1700 plaintes auprès de la Cour pénale internationale aussi, contre l'Ukraine. Ouais. Dont 51 plaintes pour des faits de torture et de violence contre des civils. L'RPL n'est pas en reste avec plus de 1800 plaintes contre l'Ukraine devant la CEDH et presque 500 devant la CPI. Il n'y a pas eu que là, les habitants de Kuibyshevski qui ont récemment déposé plainte. Il y a eu aussi là, des habitants du district de Pervomaïsk, de la ville de Pervomaïsk en RPL, donc en République populaire de Lugansk aussi, qui ont déposé 12 habitants qui ont déposé plainte contre l'Ukraine. Leur immeuble avait été bombardé en août 2014. Ça a fait de très gros dégâts. Je sais de quel immeuble il s'agit. Je m'y étais rendu en 2016 au moment un petit peu avant les élections, enfin les primaires. Parce qu'on n'avait pas le droit d'appeler ça des élections. Les primaires d'octobre 2016. Et j'avais vu le bâtiment, il a morflé. Il avait vraiment beaucoup morflé. Les dégâts ont d'ailleurs été estimés à 68,4 millions de roubles, donc environ 967 600 euros. Il y avait aussi des personnes qui avaient été blessées lors de ce bombardement, mené par l'armée ukrainienne. Donc ils ont aussi demandé compensation pour le préjudice moral. L'une des plaignantes, Valentina Ilyasova, a dit, je cite, « Nous exigeons que le gouvernement ukrainien, qui est le pays agresseur, c'est bien pendant ta gueule, verse une indemnisation complète pour les dommages infligés en août 2014. Les résidents de notre immeuble ont perdu leur habitation, leurs biens, leurs documents et leur argent. Nous n'avons pas les moyens d'acheter une nouvelle habitation. » Donc l'appartement de Valentina a reçu un impact direct d'une munition explosive tirée par l'armée ukrainienne. Lors de ce même bombardement, 36 appartements de son immeuble avaient été endommagés. Il a vraiment manqué celui-là. Oui. Si c'est celui auquel... C'est un désastre, quoi. C'est vraiment un désastre. Dans l'immeuble de Donetsk, là, du district de Kuibyshevski, là, il y avait eu 22 appartements qui avaient subi des dégâts importants, entre autres au niveau des principales structures porteuses, les dalles et murs extérieurs, mais aussi les murs internes, les dalles des balcons, les fenêtres, les portes, pour un montant total de dommages estimé à 44,4 millions de roubles, soit environ 628 000 euros. Bon, là, sur les 270 personnes qui habitaient l'immeuble avant-guerre, il y en a seulement 113 actuellement. L'un des résidents, Pavel, a tenu à expliquer pourquoi il poursuivait l'Ukraine devant la CEDH.
Il a dit, je me rappelle avec horreur du jour où le salut, donc le bonjour ukrainien, donc c'est l'obus. Souvent ils appellent ça comme ça ici, c'est en mode très ironique. Donc je me rappelle avec horreur du jour où le salut ukrainien envoyé par les soldats d'armée ukrainienne est tombé sur ma maison. Dieu merci, ma famille et moi sommes en vie. Grâce aux dirigeants de la République, nos maisons sont en cours de réparation. Mais ce n'est pas la République qui doit réparer tout cela, c'est l'Ukraine qui doit le faire. Et j'exige que Kiev rembourse toutes les pertes que ma famille a subies en raison de ces bombardements inhumains. Donc bon, je pense que c'est assez clair. Le prochain qui me parle d'invasion russe et que c'est la Russie qui est responsable, les gens d'ici, c'est pas la Russie qui poursuivent, c'est l'Ukraine. S'ils poursuivent l'armée ukrainienne, c'est que c'est l'armée ukrainienne qui est responsable. Voilà. Donc la question qui reste posée, c'est quand est-ce que la CEDH va se mettre au boulot et se décider à traiter ces milliers de plaintes d'habitants du Donbass contre l'Ukraine pour crimes de guerre, parce que je le dis, depuis 5 ans, des dossiers sont envoyés régulièrement, tant par la République populaire de Donetsk que par celle de Lugansk, et il n'y en a aucun qui a abouti à quoi que ce soit. Bon, je pense que la CEDH a 2-3 petits problèmes pour traiter des plaintes qui montrent clairement qu'il n'y a pas plus d'invasion russe dans le Donbass que de beurre en branche, et que les accusations de crimes de guerre contre l'Ukraine, elles, c'est pas la propagande russe, mais malheureusement la simple et terrifiante réalité. Je pense que là, s'ils doivent commencer à acter ça, ils sont un petit peu dans la merde.